Alors voilà, donc après avoir présenté les concepts ou bien les bases de machine learning, tout en se focalisant sur la régression linéaire, et nous avons montré comment créer un modèle à l'aide des libraries, et dans la deuxième phase, comment créer un modèle sans utiliser les libraries, soit pour la régression linéaire ou bien pour la régression logistique. Dans cette présentation, nous allons essayer de voir les bases de un réseau de neurones. Dans cette première phase, nous allons réutiliser largement les concepts vus, que ce soit dans la régression linéaire ou bien dans la régression logistique, tout en ajoutant les éléments de base qui concernent un réseau de neurones. Donc, dans cette première partie, nous allons déjà essayer de comprendre ce que c'est un réseau de neurones. Donc, une fois entendre parler de réseau de neurones, il faut l'imaginer. L'imaginer de plusieurs manières, bien sous forme de plusieurs manières. Il faut l'imaginer en tant que schéma, il faut l'imaginer en tant que formule mathématique, il faut l'imaginer en tant que paramètres, parce que le réseau de neurones, ce n'est que des paramètres, des valeurs. Donc on va les voir tout à l'heure. Et il faut l'imaginer en tant que code source. Et ce code source-là, on va voir comment établir un réseau de neurones respectant une architecture bien définie, tout en faisant appel à un ensemble de concepts. Donc tous ces concepts-là, bien sûr, ça c'est la définition, c'est un sous-domaine de machine learning, ceci, c'est une inspiration de cerveau humain, ça représente quoi exactement, et ainsi de suite, ça vous pouvez le lire tranquillement sans problème. Et l'objectif, bien sûr, établir un réseau de neurones capable de faire le même fonctionnement du cerveau humain. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je peux établir un réseau de neurones artificiel, c'est-à-dire côté machine informatique, reçoit des images, faire des prédictions. Donc c'est ça l'objectif. Et d'ailleurs, donc il faut commencer par un neural network, c'est un réseau de neurones, mais qu'est-ce qu'il contient finalement? Il contient un ensemble de neurones interconnectés entre eux. Et il faut connaître ce que c'est la couche d'entrée, c'est elle reçoit le signal. Ouais, il y a ici les couches cachées, ils font des je sais pas quoi, et par la suite la couche de sortie, c'est dans laquelle je peux détecter ou bien extraire la, la- 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 la décision de mon modèle. Alors ici, bien sûr, les étapes que nous avons déjà vues dans la régression linéaire ou bien la régression logistique, j'ai gardé les mêmes étapes pour établir un réseau de neurones, toujours les mêmes étapes. Donc ici, voilà, maintenant un réseau de neurones par rapport à ce jargon qui est utilisé. Donc j'ai essayé de résumer ou bien de noter un ensemble de concepts qu'il faut connaître. Mais pour moi, il ne faut pas faire un apprentissage par cœur, parce que ça ne va pas marcher. D'accord, un apprentissage par cœur des concepts, ça ne marche pas. Mais il vaut mieux imaginer. Et j'avais dit l'imaginer sous format graphique, l'imaginer sous format mathématique, l'imaginer sous forme de valeur et l'imaginer sous forme d'architecture. Donc ça dépend de l'élément à imaginer. Une fois l'imaginer dans tous ses côtés, à ce moment-là, tu es un artiste de donner une définition à ta manière, mais tu vas l'expliquer de manière, d'accord, très précise. Donc c'est ça l'objectif. Donc j'ai essayé de mettre ce vocabulaire-là. Par exemple, je vais dire une couche permet d'organiser la structure d'un réseau de neurones. Elles sont de trois types, ta, ta, ta. Mais si tu ne vas pas imaginer l'architecture, tu ne vas pas pouvoir comprendre. D'accord? Donc je préfère, c'est pour cela, je préfère déjà, euh, bien sûr, j'ai deux étapes. D'accord? La première étape, c'est être capable d'établir un réseau de neurones à partir d'un dataset, d'accord? Le définir son architecture, définir les différents paramètres et ainsi de suite. Et la deuxième phase, bien sûr, c'est aller à la partie codage. Donc vous voyez ici, il y a une architecture qui porte des valeurs numériques. Donc on doit connaître ce que c'est exactement. Et par la suite, si je passe au code, bien sûr ici on va utiliser TensorFlow. Pour l'utiliser, il faut l'installer. Voilà comment l'installer. Pip installe TensorFlow. Et TensorFlow, il y a un modèle derrière qui s'appelle Keras. Et ce Keras-là, il facilite davantage, bien sûr, la création du modèle et l'évaluation du modèle et l'entraînement du modèle.
D'accord? Alors ici, il y a code source. Alors, est-ce que je suis capable d'apprendre par cœur? Est-ce que je suis capable de créer un code source sans avoir aucune documentation? Oui, je suis capable de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai répété plusieurs fois. J'ai répété. Donc la répétition, elle est importante. Plus que tu répètes, et plus en le répétant, tu essaies de voir les éléments, plus tu y avances et plus tu te poses des questions. À chaque fois, il faut se poser des questions. Pourquoi? Et on va voir par la suite. Alors, ce qui est important pour le moment, c'est la première chose, si je vais analyser ce code, dont l'objectif est de créer exactement cette architecture. Donc, pour moi, code source, architecture, donc ce sont très liés. Donc, je peux vous demander, créer un réseau de neurones à l'aide de TensorFlow qui représente cette architecture. Et dont l'objectif est de faire la classification des images. Point à la ligne. Qu'est-ce que vous allez faire? Ta, 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 des étapes à suivre. D'accord? C'est-à-dire initialiser le modèle, toujours la même logique. Initialiser le modèle, ajouter des couches à ce modèle. Chaque couche doit contenir des choses, il faut les configurer et faire un fit. Regardez ici. Je crée et vers la fin, il y a modèle. Parce que le modèle a été créé en plusieurs étapes. Ta, 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 ta. Et vers la fin, il y a fit. Fit quoi? Fit training data. Training data comme le cas de la régression linéaire. Elle est divisée en deux. Features et target. Et bien sûr, ici, il y a ajouté une chose qui est epoch. C'est combien de fois je vais répéter. Ce paramètre n'a pas été utilisé dans la régression linéaire, mais il est présent dans les réseaux de neurones. C'est un petit changement, c'est pas grave. Epoch, c'est-à-dire pour créer un modèle et trouver les différentes valeurs de ces paramètres, je dois initialiser. C'est-à-dire je peux utiliser n'importe quel poids au début. Et par la suite, il y a une boucle for i, in range, ou bien je vais la dire en français, de i allant de 0 jusqu'à un nombre de répétitions. Ce nombre de répétitions, il s'appelle epoch. C'est-à-dire si epoch égale ici 5, je vais répéter les traitements qui concernent la mise à jour ou bien les mises à jour des paramètres, ça va se répéter 5 fois. D'accord? Comme si je vais avoir combien de modèles? 5 modèles. Et je vais choisir le meilleur parmi ces 5. D'accord? C'est-à-dire, si l'algorithme est correct, à chaque fois l'erreur doit diminuer jusqu'à la cinquième phase. Si j'ajoute jusqu'à 100, certainement il y a des améliorations. Et parfois, ces améliorations sont minimes, n'ont pas d'importance. Donc ça, c'est... D'accord? Donc voilà, il y a modèle.fit. Donc modèle.fit, ça donne quoi? C'est-à-dire pour tout lien, il porte une valeur, il va porter un poids, et ce poids, il sera mis à jour. D'accord? Alors, donc, ensuite, une fois le modèle est là, il peut être utilisé pour faire la prédiction. Comme je peux voir son détail, quel est mon modèle trouvé. C'est-à-dire, quel est le modèle trouvé, c'est autrement dit, quels sont ses paramètres. Alors, pour connaître ceci, je vais déjà commencer par ajouter un petit slide ici et parlons d'un seul neurone. D'accord? Parlons d'un seul neurone. Voilà. Donc si on a dit chaque neurone, il a cette forme. D'accord? Il a cette forme. Quels sont ces éléments? Dans la partie traitement, il peut être divisé en deux choses. D'accord? En deux choses. La partie qui indique la sommation pondérée, je vais mettre ici Z. Cette partie-là, elle contient une valeur qui est Z. Ce Z, c'est tout simplement une sommation pondérée. Et cette sommation pondérée, on va la voir. Supposons que j'ai
ce dataset. Et déjà, il s'agit d'un problème de quoi? De classification. D'accord? De classification. Combien si je suis dans la couche d'entrée, combien de features j'ai? J'ai deux features. Donc j'ai x1 et j'ai x2. D'accord? Supposons que j'ai maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Le bias. Obligatoirement, il faut ajouter pour chaque neurone, il a, il a des liens à son entrée. Le nombre de liens dépend des signaux venant de la couche précédente. Ici, la couche précédente, c'est la couche d'entrée. Il y a deux entrées, donc j'ai deux signaux qui arrivent. X1 et X2, donc j'ai deux liens. Il faut ajouter un bias. D'accord? Alors ici, les signaux sont, sont W1, mais il faut, en réalité, ça c'est abstrait, mais W1 doit être une valeur. Je peux mettre, je sais pas, W1, et je peux l'initialiser directement, je peux mettre égal à 0, d'accord? Il faut avoir aussi le W2 qui est présente dans ce lien, c'est-à-dire had le poids ou bien weight, il accompagne x1. C'est une pondération de x1. D'accord? Alors, ensuite, il y a le bias. Le bias. Le bias qui est égal par exemple, 2. Le z égale à quoi? Le z, ce n'est qu'une sommation pondérée, d'accord? Une sommation pondérée des entrées. Les entrées, j'ai 7 entrées et j'ai 2 entrées. Le z, c'est une sommation pondérée en fonction des entrées. Et la pondération utilisée, c'est quoi? Ce sont les valeurs portées par les liens, qui sont les poids. Donc, c'est quoi le z? Égal à W1 fois X1 plus W2 fois X2. Mais en général, nous, on a besoin des valeurs. Voilà. Pour dire que j'ai un modèle, ou bien j'ai un Z, il faut le calculer. Et ici, c'est la formule mathématique. Mais pour le calculer, ce Z égale à quoi? Je connais W1, qui est 0,1. 0,1. Et X1, c'est quoi? C'est 1. Regardez, le 1, X1, il est ici. Pour le premier enregistrement, pour le W2 égale à combien? Égale à 0. Je vais mettre 0,2. D'accord? Pour le W2, c'est 0,2. Et pour le X2, c'est combien? C'est 2. Plus quoi? Plus base, plus 2. Donc, égal à une valeur. Donc, le Z, c'est une valeur. Mais le plus important, qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Ça vous rappelle de quoi exactement? De la régression linéaire. D'accord? De la régression linéaire. Alors, si je vais aller ici, c'est un problème de quel type? Supposons que j'ai un réseau de neurones composé d'un seul neurone. D'un seul neurone dans la couche de sortie. Parce que c'est une couche d'entrée, mais les neurones ne contiennent pas de traitement, contiennent uniquement les valeurs, ne contiennent ni la sommation pondérée, ni activation. Ils contiennent uniquement des valeurs. Donc cette couche-là, elle représente quelle couche? Est-ce que la couche cachée ou bien la couche de sortie ou bien la couche d'entrée, cette couche-là? La couche de sortie. Elle contient combien de neurones? Un seul neurone. Et nous avons dit la couche de sortie doit correspondre à la nature de mon problème. J'ai quel problème? De classification. Quelle classification? Binaire. Donc quelle est la fonction d'activation à choisir? Déjà doit retourner une probabilité. Et
Sigmoid. Et vous avez déjà fait la régression logistique. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Qu'est-ce que je vais mettre? 1 sur, ou bien je vais mettre sigmoid z, tout simplement. D'accord? Qui est égal à 1 sur 1 plus exponentielle moins z. Parce que nous avons besoin de retourner une probabilité, parce que je souhaite faire la classification binaire. Pour faire la classification binaire, il me faut un seul nombre, d'accord, compris entre 0 et 1. J'ai par exemple égal à 0,7. Ce 0,7, je peux l'interpréter de cette manière. 0,7 d'appartenir à la classe 1. Donc pour qu'il appartienne à la classe 3, la probabilité combien? 0,3. Donc à quelle classe il va appartenir? À la probabilité la plus grande, à la classe 1. Je trouve un nouveau chiffre, parce que je vais mettre par exemple, la probabilité trouvée c'est 0,2. 0,2 d'appartenir à la classe 1. 0,8 d'appartenir à la classe 0. À quelle classe il va? À la classe 0. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la fonction sigmoid. Alors, maintenant j'ai mis sigmoid. Qu'est-ce que je vais retourner? La sortie c'est quoi de cette fonction? C'est une probabilité. Et je peux traiter cette probabilité et la rendre classe if else. If supérieur à 5, à 0,5, return classe 1. Else, return classe 0. C'est très simple. Alors, maintenant ce neurone, dans ce neurone, nous avons maîtrisé un ensemble de choses. Déjà, voir ce que c'est un lien. Un lien, il porte une valeur, d'accord, un poids. Il y a des liens, chaque lien porte des valeurs. Donc, retournons à ce réseau qui est très complexe. Supposons pour ce neurone-là, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir une sommation pondérée. Et il doit avoir une fonction d'activation. Le choix de la fonction, si je vais choisir une fonction d'activation pour cette couche, elle doit être la même pour l'ensemble de ces neurones de cette même couche. Supposons que j'ai choisi ReLU, qui est une fonction d'activation. À ReLU, peut-être il y a je ne sais pas, des gens qui sont nouvellement arrivés. ReLU, ce n'est rien, ce n'est qu'une fonction très simple. Si la valeur d'entrée est supérieure à 0, si x est supérieur à 0, donc le résultat retourné c'est x. S'il est inférieur à 0, c'est 0. Donc si vous allez aller peut-être sur Internet, parce que je ne vais pas pour accélérer, donc je peux dire ReLU, Activation Function. Voilà. Image so, d'accord, so. Alors regardez ici. Voilà ReLU. Regardez. Si l'entrée, elle est si l'entrée, elle est supérieure à 0, si l'entrée est supérieure à 0, voilà, l'entrée c'est ça, 0, bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Si j'ai l'entrée, par exemple, si j'ai une entrée qui est égale à 5, le résultat retourné c'est cette valeur-là. Parce que le résultat retourné c'est l'entrée elle-même. Si j'ai une entrée moins 3, le résultat retourné par ReLU c'est 0. Son code source, d'accord? Code source, c'est très simple. ChatGPT, donne-moi une implémentation. بحال عندك دابا شي جني في شي فانوس، كتوحل كتمشي عند شات جي بي تي كتقول له اعطيني كذا وكذا كيعطيك، ولكن راه با توجور il te donne la bonne chose. Vous êtes chanceux. Donne-moi une implémentation de ReLU. Mais moi, je connais je sais comment l'implémenter. Et bien sûr, ChatGPT sait comment. Regardez, défaire ReLU return un maximum 0x. Simple. C'est simple. Le max entre 0 et x. Toujours, il va.
Sinon, donne-moi une autre implémentation. Je veux if else. If x supérieur à 0, return x. Else return 0. Donne-moi une implémentation ayant le if else. Voilà, Max, d'accord? Bah, il va te donner. Ah, if x return x as returns. C'est la même chose. Mais le code le meilleur. D'accord? Alors, je reviens ici. C'est ça la fonction. J'ai dit pour chaque neurone, il y a des inputs, il y a une sommation pondérée, il y a une fonction d'activation, il y a finalement l'activation, c'est la sortie. Quel signal sera transmis? Et ce signal-là sera transmis vers le même. Par exemple, si cette sortie de ce neurone est 5, le 5 sera utilisé dans ce neurone en tant que 5, dans ce neurone en tant que 5, donc la même sortie sera propagée vers tous les neurones de la couche juste suivante. Donc voilà. Alors, si nous sommes ici, j'ai dit, on peut calculer cette chose-là. Nous avons calculé combien tout à l'heure? Alors, on va la calculer. 0,1 plus donc déjà 0,1 plus 0,4 c'est 0,5 plus 2 c'est 5,5. 2,5. D'accord, 2,5 la sortie. 2,5, ça c'est la sommation pondérée. Pour calculer la sortie, il faut calculer quoi? Il faut calculer le sigmoid. Il faut calculer le sigmoid de 2,5. D'accord? 2,5 et calculer le... Attendez, voilà, très bien. Voilà, c'est 0,92. 0,92 d'appartenir à la classe A. Donc, je vais avoir ici classe A. D'accord? Et la même chose ici. Tu vas calculer, tu vas trouver peut-être qu'il appartient à la classe A. Avec une probabilité, tu dois corriger, ainsi de suite. Maintenant, je préfère parler juste de forward pass. Il s'appelle forward pass. C'est quoi le forward pass? C'est-à-dire traverser le réseau de de l'entrée à la sortie pour faire une prédiction. C'est ça le forward pass. Il y a forward pass, il y a backward pass. C'est quoi le backward pass? C'est retourner tout en corrigeant les poids. Donc, aller vers l'avant, décider, retourner, c'est corriger. D'accord? Alors, maintenant, une fois nous avons compris c'est quoi exactement ça, ceci, et ainsi de suite, donc nous sommes capables de comprendre aussi pour cet exemple-là, pour faire la sortie, d'accord, c'est de répondre à cet exercice, pour voir toutes les sorties, et nous sommes capables de voir, d'imaginer ce que c'est exactement. Mais ça, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de neurones, je ne vais pas m'amuser à faire du calcul. Toi, tu vas rester là. Il y a beaucoup de neurones, beaucoup de calculs ici. Donc, il faut une application. Cette application, soit tu vas la faire à la main, sans utiliser libraries, ou bien faire des libraries. Dans un premier temps, on va utiliser libraries. La première chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Créer le modèle. Moi, j'imagine ça comme ça. Je vais créer un fichier bloc-notes. D'accord? La première chose, c'est déjà avoir le data. D'accord? Le data, c'est un ensemble d'images. Et ces images-là sont déjà dans MNIST. MNIST, c'est une library, se trouve où? Je ne sais pas. Il y a le code source, tu peux tâter. L'objectif, c'est d'avoir des images. Des images sous forme de matrice. D'accord? Donc, il y a le data. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le modèle. C'est quoi la première chose? Modèle égal. Égal à quoi? Égal à une classe qui appartient au module TensorFlow. D'accord? Cette classe-là, elle s'appelle séquentielle. Pourquoi elle est appelée séquentielle? Parce que il y a la première couche, la deuxième, la troisième, la quatrième, de manière séquentielle, l'une suit l'autre. Donc la classe, elle s'appelle séquentielle. Donc c'est simple de retenir le terme. À quel package elle appartient? Je ne suis pas censé d'apprendre ça par cœur. D'accord? Tu peux euh, trouver ça rapidement. Ensuite, maintenant ce modèle-là, il faut l'imaginer en tant que
physiquement sur la machine, vous pouvez l'imaginer en tant que boîte. Oui, c'est bon? Donc, c'est une boîte. Séquentiel, c'est ça. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient rien. L'objectif, c'est de lui ajouter des couches. Je dois lui ajouter la couche première, c'est celle-là. Lui ajouter la couche deuxième, c'est celle-là. La couche quatrième et la couche cinquième. Donc, j'ai 5 couches. La troisième, la quatrième et la cinquième. Ensuite, vous pouvez l'imaginer physiquement dans la mémoire, comment ça se stocke. Vous pouvez l'imaginer comme ça. D'accord? Séquentiel, au début, était vide, mais vers la fin, c'est ça. Je vais commencer déjà à ajouter ça, parce que j'ai séquentiel, elle est vide. Mon séquentiel, ça donne ça. Et ça, il s'appelle modèle. Modèle. Je vais l'appeler M. Un point add. Add quoi? Une couche. Add C. Cette couche-là, il faut la créer. D'accord? La créer en utilisant quoi? Des libraries. Si les libraries, ils ont des noms. Donc, je vais aller ici. Je peux faire modèle.add une couche C1. Ce C1 doit être quoi? Doit être une couche. D'accord? Il y a les couches, par exemple, flatten. Et il y a, je peux dire ici, dans les layers, je peux mettre un commentaire. Layers, moi je connais deux choses. Je connais deux choses. Je connais flatten et je connais, jusqu'à maintenant, il faut connaître juste ça. Flatten et dense. D'accord? Flatten, elle est valable pour la couche d'entrée. Donc pour C1 égale à flatten quelque chose. Donc il faut dire une couche. Il faut penser à quoi automatiquement? Regardez l'architecture. Regardez, je souhaite ajouter cette couche. La première chose qu'il faut connaître, c'est quoi? À chaque fois, il faut faire dupliquer. Voilà. Donc, j'étais en train d'écrire les layers. Il suffit de connaître deux choses, flatten et dense. Le data, bien sûr, on va utiliser le NIST. Et le modèle, pour le créer, la première chose, modèle égale à séquentiel qui va donner ça vite, destiné à avoir des couches. Vers la fin, il va avoir cette forme. Et bien sûr, je vais créer les couches. Pour les créer, tu utilises les libraries. Égal à, par exemple, la première couche. En général, on la crée avec flatten. Il y a une autre technique qu'on aura l'occasion de la avoir. Maintenant, pour les images, on va utiliser flatten. Et dans flatten, donc ça va retourner une couche avec, avec ces éléments. Quels sont les éléments d'une couche? Quels sont les éléments? Les neurones, mais de préférence ici dire le nombre de neurones. D'accord? Hein? Combien de neurones on va créer? 780. D'accord? 780. 84. D'accord? 84. Et je vais l'ajouter. Donc c'est bon, mon modèle maintenant, après exécution, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la couche, la première couche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien je peux faire directement. Regardez, parce que c'est un égal, je peux faire directement ça. D'accord? Et ça c'est la logique de la chose. Et exactement qu'est-ce que j'ai utilisé? Regardez. Model.add layers parce que flatten appartient à layers. Et je peux directement faire import flatten from layers. Je peux la faire. D'accord? Et j'utiliserai directement flatten. Maintenant, flatten pour moi est caché dans layers. Je peux faire ça. Et il faut ce nom-là, il faut faire input shape, pas 784.
Ah oui. Donc, 28 fois 28 égale à 724. Donc, je peux utiliser cette manière pour le flatten particulièrement. On a input shape égale, entre parenthèses, 28,28 ou bien 28 fois 28. 28, 28. C'est-à-dire une matrice de 28 sur 28. D'accord? Donc j'ai créé la première couche et je l'ajoute. Soit je la crée à part et je l'ajoute, ou bien je l'ajoute directement dans Add. J'ai maintenant mon modèle contient une seule couche. J'ajoute une deuxième couche. La deuxième couche, c'est une couche cachée. C'est pas une couche d'entrée. Donc il ne faut pas utiliser. Vous pouvez utiliser layers, point, dance. D'accord? Point dance. Combien de neurones je fais? Il faut voir l'architecture. Combien de? 20 neurones. Donc dans cette couche, il faut vers 20 neurones. Cette couche cachée, nous avons dit elle a quoi? Elle a les paramètres. Et elle doit avoir les fonctions d'activation. Donc il faut préciser la fonction d'activation. Sinon, il va mettre une fonction d'activation par défaut. C'est quoi la fonction par défaut dans un réseau de neurones? Moi, je peux dire, il s'agit de la fonction d'activation linéaire, mais ça dépend. Alors, je ne sais pas exactement quelle est, une fois utilisé C égale à dance, d'accord? 28, par exemple. Quelle est, vous voyez ici, quelle est la fonction d'activation par défaut euh, appliquer. Je peux faire ça. Je vais comprendre. Lorsque vous utilisez DAS28 dans la fonction d'activation par défaut, c'est par défaut et simplement une fonction linéaire. C'est linéaire, c'est f de x égale à x. D'accord? C'est ça la fonction d'activation. Donc, il va dire, si vous voulez spécifier, il faut dire activation égale à ReLU. D'accord? Activation égale à ReLU. Donc, nous, on veut faire ici activation égale à ReLU. D'accord? Voilà la deuxième couche cachée. Parce qu'en général, dans les couches cachées, j'ai pas dit toujours, en général, les fonctions d'activation choisies dans les couches cachées, ce sont des fonctions ReLU, pas toujours. La couche suivante, c'est quoi? 15 neurones, c'est une couche cachée. 15 neurones. Je vais mettre ici 15 neurones. Voilà. La troisième couche, c'est quoi? Bien la quatrième. Voilà, la quatrième, c'est quoi? C'est la couche de sortie. Elle contient combien? Combien de neurones? 10. Pourquoi 10? On a 10 classes. D'accord? Et l'activation, c'est quoi? Hein? L'activation, c'est softmax. La fonction d'activation, c'est softmax. Elle est destinée pour la classification multiple. D'accord? Donc, j'ai complété la création de mon architecture. Dans cette architecture, je peux faire des modifications. La première modification à faire, il y a un 28, vous pouvez dire, moi, je peux faire 50. Il faut commencer l'apprentissage. Est-ce qu'il y aura une erreur qui sera générée ou bien levée? Oui, non. Oui, il y aura une erreur. Pourquoi? Parce que cette taille, 50 fois 50, qui est 2500, ça ne correspond pas à la taille de mes X, de ma matrice X. Ça ne correspond pas. Parce que dans ma matrice, les images que j'ai dans l'apprentissage, ils sont codés 28 sur 28. Donc, obligatoirement, il faut faire ici 28, 28. Donc, ces choix,
ces choix des valeurs, ouah, tu n'as qu'un seul choix. D'accord? Je vais faire un autre changement. Dans chaque choix, je vais faire un changement. Si je vais mettre ici à la place de 20, à la place de 20, je peux mettre, je peux mettre 30. Est-ce qu'il y aura une erreur? Non, il n'y aura pas d'erreur. Parce que dans les couches cachées, je peux faire autant de neurones que je veux, mais ah, il faut faire le bon choix. Pour faire le bon choix, il y a des pratiques à suivre, mais il n'y a pas une règle de choix de nombre de neurones dans les couches cachées. Ici, il y a une règle de choix dans la couche d'entrée. Le nombre de neurones de la couche d'entrée dépend de les attributs. D'accord? Si je vais mettre ici, à la place de Relio, je peux mettre, je sais pas, euh, Ta ou bien Sigmund. Est-ce que je peux faire ce changement? Oui, je peux faire ce changement. Donc je peux avoir plusieurs choix. Mais il faut toujours faire attention avec quel est le meilleur choix. D'accord? Ici, la même chose, parce que les deux choses, ici c'est la même chose. Je peux aussi changer le nombre de neurones, je peux changer la fonction d'activation, mais il faut finalement opter pour le meilleur choix. Ici, si je vais faire Relu, est-ce que ça donne une erreur ou bien ça donne, il n'y a pas d'erreur? Ça donne une erreur parce que ça ne correspond pas. Parce que tu as, attendez, attendez. Softmax, 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 les classes. Ça donne pas erreur. Ça donne pas erreur parce que c'est une fonction d'activation. Mais, 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 le problème, c'est pas l'erreur. Le problème, est-ce que ça va répondre à tes besoins de classification? Non. Parce que moi, je dois attendre une classe. Donc, une classe, il faut se poser la question, une fois que tu as un problème de classification, est-ce que tu vas appliquer sigmoid ou bien softmax? Sigmoid pour la classification binaire, softmax pour la classification multiple. Donc ici, tu as le choix entre sigmoid et softmax. Tu vas donc faire ici softmax. Mais ici, si je vais faire 20 neurones, est-ce que c'est bien de faire 20 neurones? Non, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas. à- Ça correspond. Non, ici, je suis pas sûr. Il faut la tester par la suite, on peut la tester. Pour cette valeur-là, pour moi, logiquement, on peut la changer. Mais c'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix. On peut la changer, ça donne pas erreur, mais c'est pas le bon choix parce qu'il va te donner, ça va te donner 20, comme s'il y a 20 classes, 20 probabilités. D'accord? Donc c'est pas le bon choix fonctionnel, mais il n'y a pas d'erreur. Donc fonctionnellement, je dois fixer 10 parce que j'ai 10 classes. Et bien sûr, une fois faire ceci, donc vous pouvez comprendre la première étape qui est créer le modèle, ajouter la première couche d'entrée, ajouter la première couche cachée, la deuxième couche cachée, ajouter la dernière couche de sortie qui est aussi dense, mais ensuite il faut compiler le modèle et entraîner le modèle. Après la pause, on va revenir à voir comment ça marche pour la compilation du modèle et à quoi peut servir. Donc, on va prendre une pause d'environ 20 minutes. On revient. Alors voilà, donc bonjour. On va essayer de reprendre ce que nous avons déjà commencé à la séance dernière. Plutôt la partie de la séance d'aujourd'hui, la première partie. Alors, nous étions en train de montrer comment créer un réseau de neurones selon une architecture.
D'accord? Donc, pour créer cet élément, ou bien ce réseau de neurones selon cette architecture, il faut suivre des étapes. Ces étapes-là, il faut initialiser le modèle comme s'il va donner une boîte vide, modèle égal à modèle point séquentiel. Ensuite, tu vas ajouter à ce modèle la couche d'entrée, et puisqu'il s'agit des images à classer, donc on va préférer d'utiliser Flatten. Or, il y a une autre manière qu'on va voir par la suite. Mais maintenant, on va utiliser Flatten. Et nous avons montré l'intérêt de chaque valeur des différents paramètres de chaque fonction appelée. Alors, la première couche d'entrée, la deuxième couche cachée, la, la troisième couche qui est cachée et la dernière couche normalement qui est une couche de sortie. Donc, on a montré comment créer ces choses. Maintenant, pour la partie de compilation. Alors, la partie de compilation, c'est-à-dire une fois le modèle il est là, on a fait créer, add pour ajouter les couches. Maintenant, compile pour choisir des choses, choisir autre élément, bien ajouter à notre modèle autre élément. Ces éléments, il y a un paramètre qui est très important, qui s'appelle optimizer. L'optimizer, il doit nous indiquer la manière avec laquelle on va mettre à jour les paramètres. Les paramètres doivent être mis à jour, c'est-à-dire à un certain moment, on doit avoir quelque part un paramètre, par exemple W1 égale à W1 moins, je sais pas, learning rate fois quelque chose gradient. D'accord? Ce gradient, il est calculé. Et bien sûr, pour le calculer, il y a des manières. D'accord? Parce que ici, on a un gros volume de données, donc il faut optimiser le calcul de gradient. Puisqu'il y a des manières de le calculer, certainement il y a plusieurs variantes. Chaque variante a ses avantages, comme elle peut avoir ses défauts. Mais le fait de dire quelle est la meilleure manière de faire, il n'y a pas une seule manière. Ça dépend du contexte, ça dépend de la nature du problème et ça dépend d'un ensemble de facteurs. D'accord? Donc, le plus important à retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut penser à ce qu'il y a quelque chose qui dit optimizer, qui indique la manière de mise à jour. C'est-à-dire, une fois dire la manière, c'est l'algorithme à utiliser derrière pour faire la mise à jour des paramètres. Il y a plusieurs variantes. Parmi les variantes qu'il y a, il y a une variante qui s'appelle Adam. Et toutes ces variantes-là sont dérivées à partir de le gradient descent, l'algorithme de gradient descent. Et gradient descent changé ou bien optimisé, ça donne plusieurs versions, y compris Adam. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est loss. L'os, il faut savoir la choisir. Pour savoir la choisir, il faut déjà être capable d'identifier le problème. Il s'agit d'un problème de régression. L'os à utiliser, c'est mean squared error. L'os égale à MSE. Pourquoi? Parce que tu sais que le data, ça reflète la régression linéaire, ou bien plutôt la régression. Donc le loss doit être MSE. Ici, je n'ai pas un problème de régression. Ici, il y a un problème de classification multiple. Pas binaire, parce que pour dire classification binaire, je dois choisir une autre fonction loss. Pour la classification multiple, le loss doit être sparse categorical cross entropy. Categorical cross entropy, c'est une formule mathématique qui indique une densité, d'accord, ou bien une probabilité à retourner en fonction des valeurs retournées des probabilités d'appartenance des classes. D'accord? Ensuite, ici, il faut fixer le choix ou bien savoir le fixer. Et ensuite, vous avez matrix égale à accuracy. Et vous vous rappelez tout à l'heure,
Accuracy, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est une métrique qui est dérivée à partir de la matrice de confusion. True positif plus true négatif sur le tout. Donc ici, c'est finalement, c'est ça. Mais le true positif plus true négatif, c'est pour la classification binaire. Mais pour la classification multiple, c'est pas ça. C'est les true 1 plus plutôt les true 0 plus true 1 plus true 2 plus true 1 plus true 9 sur l'ensemble. Donc c'est ça. Mais en général, on dit true positif sur true, plus true négatif sur 1. D'accord? Ça peut refléter aussi cette chose-là. Donc il faut maîtriser ces éléments-là et on aura l'occasion d'aller bien sûr profondément dans les choses par la suite parce qu'il y a, si vous voulez dire, dans chaque étape, on peut avoir toute une séance pour dire ou bien pour répondre à la question comment choisir pour, comment dire que je vais choisir Adam, comment dire que je vais choisir SGD, comment dire que je vais choisir AdaBoost, et ainsi de suite. Il y a plusieurs variantes. Chaque variante a ses avantages, ses inconvénients, mais nous, en tant que spécialistes en deep learning, on doit être capable de savoir quels sont les meilleurs paramètres. Et pour savoir quels sont les meilleurs paramètres, il faut connaître les choses profondément. C'est-à-dire comment les formulations mathématiques derrière. Les formulations mathématiques sont simples, mais comment les optimiser, d'accord? Donc ces questions-là, il faut les avoir à votre tête. Et par la suite, bien sûr, on doit trouver les éléments de réponse pour chaque question. Finalement, la chose dernière, c'est fit. Une fois initialisé le modèle, ajouter les couches, le compiler, il faut l'entraîner. Fit, la dernière chose, fit. Et fit va faire quoi? Bien sûr, elle doit trouver des valeurs, ou bien une valeur à chaque paramètre. Chaque paramètre du modèle doit trouver une valeur. Et une fois que tu as l'entraîné, le modèle il est là, le réseau de neurones il est là, et bien sûr, je peux faire le predict. Le predict sur un dataset de test. Je lui passe des images. Je lui passe une image codée 28 x 28, écrit à la main. Je peux même moi écrire une image, mais la coder 28 sur 28, et l'envoyer à mon modèle, et il va dire est-ce que c'est 4 ou bien 5 ou bien 6. Et il va répondre avec précision. D'accord? Tu peux écrire par exemple 7 à ta manière, je ne sais pas, moi je peux écrire 7 comme ça, dans une, dans une image qui est codée sur 28 fois 28, je peux écrire 7 comme ça. Ouais, peut-être il y a confusion entre 1 et 7, mais lui il va peut-être répondre avec 7, avec une probabilité 70 par exemple, qu'il soit 7, et une probabilité, par exemple, euh, j'ai déjà dit 60, 70, avec une probabilité de 20% pour qu'il soit 1. D'accord? Parce que c'est proche de 1. Et le 10% des probabilités qui restent, divisé entre les restes pour qu'il soit 9, 0,1%. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Parce que chaque classe, il y aura un pourcentage. Donc, on va essayer, d'après la création de modèles, et maintenant, comment voir ces choses-là dans chaque phase. Donc moi, je vais tout simplement, j'ai expliqué la chose. Vous pouvez, à force de répéter, vous pouvez apprendre les étapes par cœur si ça vous intéresse. Mais le plus important pour moi, c'est être capable d'interpréter chaque phase. Donc je vais utiliser copier-coller, d'accord? Il est déjà là, d'ailleurs. Il est déjà là. Il est déjà là. Parce que ça, je l'ai testé et après, d'accord? Voilà. Donc la première chose, j'avais dit, il faut importer les bibliothèques. Il faut que le TensorFlow soit présent, préalablement installé. Faire importer le dataset. Voilà, importer le dataset. Ce dataset, il existe dans MNIST. MNIST, c'est une bibliothèque qui est déjà dans Keras, TensorFlow Keras, pour un dataset, il y a MNIST. MNIST pour les chiffres écrits à la main. Voilà. Et MNIST, elle offre une fonction qui s'appelle load data pour loader les data. Et elle retourne quoi? Elle retourne deux tuples. Le premier tuple contient data training, le deuxième tuple contient les tests.
Une fois dire tuple, c'est ça. Ça, c'est entier. Ça, c'est un type tuple. Ça, c'est un tuple. D'accord? Voilà. Alors, j'ai dit voilà, ici normalement, j'avais dit dans le pré-traitement des données, il y a la normalisation, parce que les pixels sont codés entre 0 et 255. Utiliser une valeur de 250 par exemple, et cette valeur sera multipliée par quelque chose. 255 est grande. Si elle est multipliée par 255, j'aurai une grande valeur. Ça peut amener à la divergence. D'accord? La divergence de mon modèle. C'est-à-dire qu'il ne va pas aboutir à, à- à choisir ou bien à trouver les bons points. Donc pour éviter ceci, toujours il faut penser à normaliser la data. C'est quoi la normaliser? Rendre les valeurs comprises entre 0 et 1. Et ici, puisque je sais que mon intervalle est de 0 jusqu'à 255, pour la remise à l'échelle, je vais diviser par 255. C'est une manière de normalisation. Et ma valeur maximale, qui est 255, elle pourra quoi comme valeur? 1. 255, 254, elle sera proche de 1. Donc c'est normal, comme si j'ai rien fait. Sauf pour éviter le fait d'avoir des valeurs grandes, comme ça risque de soit d'avoir un exploding gradient. On va voir ce que c'est un exploding gradient. D'accord? Moi, j'écris le terme comme ça, mais si vous souhaitez aller chez vous, c'est quoi l'exploding gradient? C'est-à-dire, vous allez avoir, les gradients, c'est quoi? C'est les dérivés de l'erreur, par exemple, par rapport à W1. Ça, c'est un premier gradient. C'est-à-dire, le gradient de W1 peut à un certain moment devenir très grand. Pourquoi devenir très grand? Parce que c'est une forme multiplicative. W1 égale à W1 moins learning rate fois, d'accord, fois la mise à jour, plutôt, la dérivée, plutôt, non, c'est pas ça. La dérivée de l'os par rapport à W1, c'est en fonction de XI, de la valeur de X et la valeur de l'erreur. Il y a une multiplication entre les deux. Si X est grand, automatiquement la multiplication de ce X-là par quelque chose devient grand. Donc c'est quoi l'exploding gradient? Explique-moi l'exploding gradient, c'est une chose qu'il faut connaître. Alors, un expert, si vous voulez dire, en deep learning, ou je sais pas, finalement, c'est pas le problème d'apprendre les choses par cœur, mais il faut la vivre avec c'est-à-dire, une fois tu as un programme qui s'exécute et tu suis l'exécution, tu vas dire qu'il y a ici un exploding gradient. Tu dois le savoir par le biais de print ici, print là, tu dois, d'accord? Exploding gradient. Lors de l'entraînement d'un réseau de neurones profond, notamment ceux avec de nombreuses couches, deviennent extrêmement grands au cours de la, d'accord? Les paramètres deviennent extrêmement grands. D'accord? C'est-à-dire, il va diverger rapidement. Il parle beaucoup, donc c'est normal. Mais vous, on va connaître ça. On est censé. Parce que la première chose que je vais essayer qu'on va essayer d'apprendre durant ce cours, c'est-à-dire être capable d'analyser les problèmes récurrents des réseaux de neurones profonds et essayer d'apporter les solutions possibles. Donc, si vous voulez apprendre ça, je peux poser la question aussi, quels sont, bien, quels sont les problèmes récurrents, récurrents en deep learning. Pour moi, il y a plusieurs phases. Regardez, ici, c'est le résumé. Ça, c'est le résumé de ce que nous avons fait. Il y a, regarde, maintenant les problèmes récurrents, c'est-à-dire si tu maîtrises, si tu connais déjà les problèmes et tu connais la manière d'apporter des solutions aux problèmes, c'est-à-dire tu as une maîtrise. À ce moment-là, tu es expert dans le deep learning. C'est-à-dire pour chaque problème,
tu peux monter ou bien réaliser le projet et suivre une bonne méthode en appelant les bonnes pratiques pour garantir un modèle performant. C'est ça l'objectif. Alors, nous, jusqu'à présent, cette manière de faire est loin de faire appel aux bonnes pratiques de réalisation de modèles. Pourquoi elle est loin? Parce qu'on n'a pas évoqué les problèmes récurrents. D'accord? Alors, pour moi, les problèmes récurrents peuvent exister dans chaque phase. Regardez ici. Je suis en train de faire quoi ici? Ta, ta, ta. Alors, déjà, ici, ce choix-là, pourquoi je vais choisir? Est-ce que j'ai pas autre alternative meilleure? Peut-être oui. Oui. Comment procéder pour faire le meilleur choix? Il faut énumérer les choix. Il faut faire un tableau comparatif et sortir avec le meilleur choix qui est justifié. D'accord? Le nombre de neurones ici, est-ce que c'est le meilleur choix? Non, parce qu'il va influencer sur le modèle final. Est-ce que, est-ce que augmenter le nombre de neurones dans une couche cachée peut garantir un modèle performant? Non. Parfois, il peut tomber dans le problème d'overfitting, ou bien d'exploding gradient, ou bien, c'est-à-dire, il faut connaître les problèmes récurrents, il faut connaître les causes qui peuvent amener à ces problèmes, mais il faut aussi maîtriser les manières, d'accord, logiques de répondre à ces besoins-là. Par exemple, et le plus grand travail, ça se trouve ici, d'accord? L'optimizer, parce que c'est l'algorithme de mise à jour. Est-ce que je vais utiliser ceci ou bien cela? D'accord? Donc, moi, pour moi, dans chaque phase, soit le choix des fonctions d'activation, soit la définition de nombre de couches cachées. Est-ce que je vais utiliser deux couches cachées, trois couches cachées, cinq couches cachées? Quel est la meilleure choix? Dans chaque couche cachée, combien de neurones je vais faire? D'accord? Euh, est-ce que c'est Adam? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? D'accord? Comment? Il y a des recherches scientifiques qui se passent maintenant. Comment bien, bien choisir le learning rate? Parce que le learning rate, ici, une fois que tu fais Adam, c'est bon, le learning rate, il est initialisé d'une manière aléatoire. Peut-être 0,1, 0,01, et ainsi de suite. On va poser la question. D'accord? Mais est-ce que cette valeur, elle est la meilleure? Parce que le fait de changer la valeur, de changer la valeur, ça peut influencer sur le modèle final choisi. D'accord? C'est-à-dire, si, est-ce que je vais choisir 0,1 ou bien 0,01? C'est-à-dire choisir 0,01 à la place de 0,1, c'est-à-dire que tu as ralenti l'apprentissage 10 fois. Mais si vas choisir 0,1 à la place de 0,01, tu as accéléré le processus d'apprentissage 10 fois. Mais est-ce que l'accélération va garantir d'aboutir au bon modèle? Non. Tu peux dépasser les optimums et tu risques dans le minimum local ou bien autre. Donc il y a un ensemble de choses. Juste pour vous, c'est-à-dire montrer l'importance de connaître ça. Donc déjà je réponds à la question quels sont les problèmes récurrents en deep learning. Bref, ça c'est suffisant comme question. Alors en deep learning, plusieurs problèmes récurrents peuvent rendre l'entraînement. Mais cette philosophie, il faut la connaître. Il faut se plonger dedans pour bien apprendre. Vanishing gradient. C'est-à-dire vanishing gradient, je suis dans une. Il faut vanishing, une fois dire vanishing, il vaut mieux vanishing gradient, il faut mieux aller. Voilà, d'accord? Aller ici, faire image. صور شوف صعب. أنا نقول لك أنا vanishing problem فين كاين ما عجبنيش هادشي كامل. اتوندي vanishing خاصة ان كورب. الوغ غادي نشوفو. Alors, je vais mettre vanishing gradient, mais je vais faire loss function. Loss function. D'accord? Je vais mettre image. Voilà, je préfère هذه اللي كنت كنقلب عليها. D'accord?
هادي. آه، attendez. كيبان لكم بعدا ياك. Alors, attendez. Parce que l'objectif, dans un premier temps, c'est de trouver l'optimum. D'accord? L'optimum. L'optimum pour nous, c'est x2. D'accord? C'est x2. Étudions la fonction, l'optimum, c'est x2. Mais l'algorithme, il ne va pas connaître que x2, c'est l'optimum. Il va commencer à partir d'une initialisation et elle va aller vers l'optimum. Mais en allant vers l'optimum, il peut tomber dans le problème, ce qu'on appelle vanishing problem. C'est quoi vanishing problem? C'est-à-dire il peut tomber dans une phase, par exemple dans cet intervalle-là, il ne peut pas avancer rapidement. Il va rester dans cet petit intervalle. C'est-à-dire il peut rester ici. Donc ici, il est largement loin de... D'accord? Ça, c'est la première courbe vis-à-vis mise à jour. Mais je peux utiliser ce graphe-là, ce graphe, pour dire que ça, c'est train test. Ça représente quoi déjà, ça? Alors, voilà. Ça peut, parce que c'est une courbe qui augmente. Donc ça doit pas représenter l'erreur. Et l'erreur, elle doit diminuer. Ça, elle augmente. C'est-à-dire, je peux dire qu'il s'agit de l'accuracy, parce que l'accuracy ou bien la précision ou bien la performance doit augmenter. En commençant, ça j'imagine, c'est le nombre d'itérations. D'accord? L'itération 0, l'itération 100, l'itération 2, l'accuracy augmente. Mais regardez voir l'itération de l'itération 300 jusqu'à 500. Est-ce qu'il y a amélioration? Presque non. Il est tombé dans le vanishing problem. Donc, la capacité aussi de faire la liaison graphe, représentation graphique, interprétation, il faut l'avoir. D'accord? Donc ça, bien sûr, on va essayer d'apprendre ça au fur et à mesure. Donc, il y a le vanishing problem. C'est-à-dire, on aura une séance destinée à ça. C'est quoi, comment et comment le résoudre. D'accord? Par la suite, il y a exploding gradient. Exploding gradient, c'est l'inverse. Vanishing, je suis très étroit par rapport à, je ne peux pas dépasser un minimum, je reste local, mais l'exploding, je fais des changements rapidement. C'est-à-dire, je vais m'éloigner rapidement de, de, de l'optimum. Au lieu de, supposons que le W1, la valeur optimale est 0,5, moi je suis à moins 5, et de moins 5, je saute où? Plus 100. Et en 100, je saute où? 3000. 3000, je saute à l'exponentielle. C'est bon, tu es dans l'exploding gradient. Mais tu n'as pas atteint le 0,5 parce que tu l'as sauté. Le sauter en se basant sur quoi? Se basant sur quoi? Parce que tout va euh, revenir à ça. Regardez la mise à jour. Les problèmes se trouvent ici. Soit il y a l'exploding, ça cause, donc soit c'est le learning rate ou bien gradient descent. Parce que ce sont les éléments qui vont faire la mise à jour dans mon ancien W1. Donc s'il y a exploding gradient, le problème c'est soit dans le choix de learning rate a été mal choisi, soit dans le gradient. Et le gradient, il est en fonction de x1 et en fonction de l'erreur. D'accord? Si x1 est par exemple 5000, x1 c'est les entrées, les inputs. Parce que j'ai pas normalisé. Parce que 5000 fois quelque chose, ça explose. Ah, et ainsi de suite. Donc ça, on aura l'occasion de le voir. Si je vais continuer sur... il y a le problème d'overfitting, il y a le problème d'unfitting, il y a le manque de données de qualité. Voilà, ici c'est la préparation de données. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on aura le temps suffisant pour entrer dans ce détail? Parce que la préparation de données, c'est tout un... D'accord, doit se faire... il y a beaucoup d'heures qui doivent être consacrées à ça. Choix du taux d'apprentissage, learning rate, vous avez dit 0,01. Comment tu as? Est-ce que 0,01 c'est bien, ou bien 0,1, ou bien 0,5, ou bien autre? Dépendance à la qualité de ressources, je ne sais pas, une balance des données, données déséquilibrées.
Voilà, d'accord. Dans une maladie rare, par exemple le cas de Covid, si je vais prendre 1000 personnes, 1000 personnes, combien de personnes qui peuvent avoir Covid? C'est classifié, est-ce que Covid ou bien non Covid? Combien de personnes peuvent avoir? 5, 20? 20 personnes, on peut dire, parmi 1000. Donc ici, tu es dans un dataset déséquilibré, parce que le nombre de positifs est largement inférieur par rapport au nombre de négatifs. Donc, quoi quelle soit la manière d'apprentissage, le modèle toujours sera pas bien, ne va jamais donner les bonnes performances, parce qu'il y a une classe majoritaire. Donc, on a un problème d'équilibrage entre les datasets. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça pour vous montrer l'intérêt. Alors, euh, voilà, maintenant je reviens à mon code source. On a, on a discuté à gauche, à droite. Tout ça, c'est pour la normalisation. Par la suite, je peux, par exemple, ça, c'est une image qui a été codée sur, je sais pas, 28, 28. Yak. Voilà 0. C'est 0, yak. C'est écrit, c'est 0. D'accord? C'est l'image 0. Juste pour vous montrer comment plotter les images, utiliser imshow au lieu de image ou bien imshow, et tu lui passes l'image. Voilà, ça, c'est un paramètre qui n'est pas obligatoire, d'accord? Mais ça, je l'ai pris comme ça. Donc, juste ça, je suis toujours dans la partie data, parce que dans la partie data, j'ai dit il faut savoir loader, il faut savoir normaliser, il faut savoir plotter. Donc, j'ai ploté. Mais mon X, le voilà. Donc, mon X, il est ça. D'accord? Donc, je peux faire un flatten pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, j'ai une image. D'accord? Image 0. J'ai une seule image ici. Ah oui, attends, je l'ai ajouté. Je sais pas, on ne va pas l'utiliser. D'accord? On ne va pas l'utiliser. Juste, d'accord, je vais vous montrer c'est quoi. Alors, flatten, je démarre par 28 fois 28, une image, et je souhaite utiliser une image donnée parce que ici, la première image, je souhaite la appliquer dessus flatten. Et je vais la flatter et c'est-à-dire l'aplatir. Au lieu d'utiliser un tableau de 2 dimensions, tu vas utiliser quoi ici? C'est un tableau à une seule dimension, ayant combien de valeurs? 784. Alors, là, j'écris quoi? Flattened image. Alors, si je vais faire euh, print image, je vais avoir image n'est pas reconnu. Alors, attendez, je réexécute. Alors, je réexécute. Alors, ça, je l'avais exécuté, ça, je l'exécute, ça, je l'exécute. Alors, ça, je l'exécute. Alors, je vais mettre directement ça, de préférence. Chaque image est à cette forme. D'accord? Chaque image est codée sur 28 fois 28. Regardez le premier tableau qui a 28 valeurs. 28 valeurs. Toutes ces valeurs contiennent 0. Pourquoi il contient 0? Parce que regardez ici. Euh, Ça, c'est du blanc. Il peut avoir des 0. 28. Le premier 28, le deuxième 28, et ainsi de suite. D'accord? Mais ici, il y a des valeurs. Il y a ici des blancs 0. C'est pour cela, ça va se justifier par ce tableau. Donc, j'ai un tableau, deux tableaux. Chaque tableau à l'intérieur du tableau principal contient 28 cases. Chaque case, c'est un pixel. Combien de tableaux j'ai? 28. Donc, ça contient 28 fois 28. C'est-à-dire, si je vais mettre un shape ici, je vais avoir 28 fois 28. Alors ça, c'est pour le flatter, tu vas le rendre 724, 784. Alors, l'étape 1, maintenant, c'est la création du modèle jusqu'à son entraînement. D'accord? Jusqu'à son
non réellement. Donc si je vais faire ceci, si je vais faire ceci, voilà. L'époque 1 sur 5, l'accuracy égale à combien à la fin de 1 sur 5? Parce qu'il va faire hein, beaucoup de calculs. 87% d'accuracy. Et vous connaissez ce que ça veut dire accuracy. C'est-à-dire sa capacité de classer les chiffres. Les bien classés sur le total. 80, c'est-à-dire, 13%, ils sont mal classés. 97, 87%, ils sont bien classés. Dans la quatrième itération, voilà. Dans la cinquième itération, déjà, il est à 95%. C'est-à-dire 5% des images sont mal classées. Au lieu, par exemple, de classer 4, il a classé 3. Pour le 4, au lieu de le classer 4, il l'a classé, par exemple, 3. Alors, ici, on a le modèle. D'accord? On a le modèle. On a le modèle. Je peux utiliser predict. Predict. Et je peux utiliser une image. D'accord? Par exemple, celle-là. Celle-là. Il va peut-être donner une erreur. Pourquoi une erreur? Parce qu'il attend à ce que je lui donne un tableau de, de 3 dimensions. Attendez. On va voir le shape de ça. Parce que c'est un problème de shape. On doit déjà faire le shape. C'est quoi ici? Le shape, c'est 28 fois 28. Mais lui, qu'est-ce qu'il attend? Regardez. Certainement, il va dire l'erreur. Call argument received parada fait input tensor shape non 28. Train false non 28. Alors, input 0, incompatible with the line, ça c'est input. Alors, attendez, je vais voir comment je l'ai appelé déjà. Non, c'est pas ici. Test image. Alors, si on va faire test image shape, j'ai test image. Et test image, il n'y a pas de problème de test image. Il va la prendre correctement. Et je vais faire le shape. Vous voyez, c'est 1028 fois 28. Donc, il me faut une dimension. Donc, voilà, si je vais faire ça, train, d'accord, train, c'est pas grave, modèle égal, j'ai fait predict, je vais faire ça sous forme d'un tableau. Maintenant, j'avais à l'intérieur une dimension 2, maintenant j'ai 3 dimensions, j'ai ajouté une dimension. Attendez, c'est toujours midi. Alors là, je vais faire predict. Je vais faire tout ça. Non, ça, je vais l'enlever. Voilà, il va faire la prédiction pour l'ensemble. Euh, mais si je saute... Ah oui, si... attendez. Finalement, test image.shape. J'ai une seule image. Je garde ça comme ça. Pour toute la base de test, je vais l'utiliser. Mais pour garantir à ce que il me rend une seule, je vais mettre... Non, je vais pas réussir à le faire. On va voir comment par la suite. Ce qui est important, on va essayer d'expliquer cette instruction pour la prédiction. Test image, il y a une base de test. Il va faire des prédictions. Regardez le résultat qui a été retourné. Ça représente quoi exactement ici? Un tableau de tableaux. Chaque tableau contient combien, à votre avis? Sans voir. Contient combien de valeurs? Un tableau de tableaux. Déjà, la taille principale de mon tableau, c'est combien? Si je vais mettre ça, test image, j'ai 10 000. 10 000. Combien de prédictions je vais avoir? Combien de prédictions?
Je dois avoir 10 000 parce que j'ai 10 000 images de test. Je dois avoir 10 000 classes. Mais chaque classe, elle est représentée comment? Par un tableau. Ce tableau, il a quelle forme? C'est un tableau de probabilité. Combien de probabilités dans chaque tableau? 10. Il me faut 10 probabilités. Donc ici, j'ai ici un tableau, d'accord, qui contient 10 probabilités. Celle-là, c'est la première probabilité. C'est 4,73 fois 10 à la puissance moins 4. C'est-à-dire 0,000, à qui il appartient à la classe 0. Ça, c'est moins 7, c'est moins 4, et ça, c'est moins 1, c'est-à-dire 0,9. Mais il s'agit de quel chiffre? D'accord? Modèle, ça retourne un tableau et je vais mettre un 1. D'accord? Je vais rendre je vais rendre uniquement ce tableau pour afficher l'ensemble des probabilités pour choisir la meilleure. Parce que ici j'ai point d'extension. Je dois visualiser le tout. D'accord? Ah, ici 1, il a remonté. Non, je vais mettre 0 plutôt. 0, 0. Voilà, il doit rendre tout le tableau. Voilà. Le premier enregistrement que j'avais tout à l'heure, il avait quoi? 4, à la puissance moins 4, à la puissance moins 7, à la puissance moins 4, à la puissance moins 3. Ça, c'est ça la valeur normalement la plus petite. D'accord? Donc cet élément représente quoi? Cet élément. Cet élément représente quoi exactement? Représente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il représente 7. Donc le premier enregistrement a été prédit en tant que 7. On va voir est-ce que vraiment l'image, ça représente 7. Donc pour tracer l'image, on va aller ici dans la partie qui a tracé l'image. On va voir test image 0. On doit trouver normalement 7. D'accord? C'est bien 7. Il l'a prédit en tant que 7. Parce que l'indice ayant la probabilité la plus grande. D'accord? Donc c'est ça. Alors, maintenant, on sait comment établir un modèle, le créer selon une architecture. Partiellement, on a eu les justifications nécessaires pour justifier le choix de l'architecture. On a entraîné, on est capable de faire les prédictions, d'accord, pour un ensemble de tests. Mais maintenant, la chose importante, c'est quoi? Parce que mon modèle est entraîné. La chose la plus importante, c'est que je dois être capable de voir ce que c'est mon réseau de neurones. Parce que j'avais dit, il faut être capable de connaître trois choses. Le schéma, le code source qui permet de créer le schéma, mais aussi le détail de mon modèle. Qu'est-ce qu'il représente numériquement, qu'est-ce qu'il représente? Donc pour savoir qu'est-ce qu'il représente numériquement, il y a déjà je sais pas, une méthode qui s'appelle Samare à appliquer sur le modèle pour te donner le résumé. Si je vais mettre ici mon modèle, qui a été créé, mon modèle qui a été créé, si je vais mettre mon modèle qui a été créé, point summer. Regardez ici, il a donné des choses. D'accord? Il a donné des choses. Ça représente quoi exactement? Input layer à la 784. Hidden layer à la 20 neurones. Hidden layer 2 à la 15 neurones. Output layer à la 10 neurones. Ça, c'est connu. On le connaît parce qu'on l'a créé pour avoir exactement ça. Mais ici, ça représente quoi? 15 700 paramètres.
Ça représente quoi dans le hidden layer 1? C'est-à-dire le hidden layer 1, il a 15 700 paramètres. C'est-à-dire ici, tous ces paramètres se trouvent ici. Ça, c'est un premier paramètre, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un septième. Moi, j'ai pas mis tout, parce qu'il faut faire ce travail-là, il doit être fait pour le deuxième neurone. Il doit être fait pour le troisième, et ainsi de suite, qui sera relié à tous les neurones de la couche suivante. Donc, tu vas avoir quelque chose de... D'accord? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire ici, pour ce deuxième neurone, il faut toujours faire ça, et ainsi de suite. Donc, finalement, combien de liens? Parce que ce 15 700, c'est l'ensemble de liens, c'est le total des liens. Plus, ça donne le nombre, ça donne le nombre des paramètres, plus le nombre de bases. Mais comment le calculer? Regardez. Si je vais faire calculatrice. Je souhaite, moi, prévoir le nombre de neurones. Je peux le prévoir. Je peux le prévoir. كتبان لكم هذا calculatrice oui. ولكن كيرسل بغينا نحولوها voilà هاي. D'accord. Alors, on va prendre la première couche. Elle peut avoir combien de liens? Combien de liens je peux avoir ici? Fois 20. D'accord? D'accord. 700, d'accord, 784, ou bien de préférence dire il y a la même chose. Donc, de préférence, je vais dire 20 fois 724, d'accord? 84, 20 fois 784, égal à combien? 15 680. Je suis proche de 15 700. Il me reste combien? 20. À votre avis, ces 20 représentent quoi exactement? Le nombre de bases. Parce que j'ai dit, il y a les bases aussi. Combien de bases j'ai dans cette couche? 20, parce que j'ai 20 nombres. Est-ce que vous avez compris comment ça se calcule? Maintenant, pendant l'entraînement, je dois trouver quelque part ces paramètres, ces 15 700 paramètres. Ils sont où? J'ai, ici, je peux récupérer les weights d'un layer de cette manière. C'est-à-dire, pour le hidden layer 1, d'accord? Ici, je peux prendre ça, d'accord? Je peux prendre ça et aller ici pour mettre cette insélection. Et cette insélection, il faut lui passer parce que j'ai donné le name pour chaque layer, j'ai donné le name. Le name ici, c'est hidden layer. Et le name ne doit pas avoir d'espace. Donc, je vais mettre ici le hidden layer. Cette fonction, elle doit retourner les weights. Maintenant, j'ai un tableau. Un tableau de quoi? Un tableau, je vais voir son shape. Son shape, normalement, list object has not. Ah oui, parce que c'est une liste. Shape, je peux l'appliquer sur quoi? Sur le array, pour qu'il donne les dimensions. Sinon, je peux faire un p.array, ça, et je peux déjà setting an array element with a sequence that requires array as an module. Parce que déjà, ce paramètre-là n'est pas accepté en tant que liste bien, d'accord? Mais le plus important, je peux accéder à ces éléments, à la deux éléments, à la deux éléments. Voilà. Parce qu'il a une seule dimension normalement. Je peux avoir 0, d'accord? Regardez 0. Qu'est-ce qu'il contient? Est-ce que ça représente, autrement dit, est-ce que ça représente les weights ou bien les bases? Regardez, ça elle a retourné un array, donc je peux bien faire un shape ici. 784, 20.
Hein? Non, elle représente les poids. Elle représente les poids. Mais ces poids-là sont enregistrés dans un seul tableau ou bien dans combien? Dans combien de tableaux j'ai ici? Combien de tableaux j'ai ici? Dans combien de tableaux? Combien de tableaux? J'ai 784 tableaux. Chaque tableau contient combien de choses? Contient 20 valeurs. D'accord? 784 tableaux. Et chaque tableau contient 20 valeurs. D'accord? Alors pourquoi? Si on va revenir au schéma. Pour le premier neurone, il aura combien de... Attendez, 7. De la couche, comme si il a pour ce neurone-là, j'ai 724 possibilités, et pour chaque possibilité, il y a 20 choses qui sortent. Donc je vais avoir la première valeur de... D'accord? Pour ce neurone, c'est un tableau, et pour ce tableau, il y a 20 possibilités. Et ces 20 possibilités vont vers la couche suivante. D'accord? C'est pour cela j'ai cette forme. Alors, vous voyez maintenant, si je vais vous demander, non, c'est pas ça, attendez, si je vais vous demander le premier, le W1 ça c'est un tableau de 20 normes, de 20 valeurs. La valeur qui est ici, dans ce lien, c'est combien? C'est combien? Dans ce, dans ce lien, c'est combien? أنا ما كنت ما أقول لي يقول لي ترى ما بيبانش حتى chaque fois. Moins 0,06. D'accord? Pour le premier lien. Pour le deuxième lien. Pour ce lien. Pour ce deuxième lien. 0,06. Finalement, mon réseau de neurones, il faut le voir de cette manière. C'est-à-dire, la première couche, il faut la voir de cette manière. La première couche. Vous avez imaginé ce que je suis en train de dire. J'avais dit, comme quoi, nous avons un problème, un objectif, c'est-à-dire plutôt ça, je vais mettre ça. Nous avons un objectif, créer un réseau de neurones pour la classification des images écrites à la main. Voilà l'architecture proposée. On a justifié l'architecture. Tu vois la figure, tu peux comprendre. Mais tu dois être aussi capable d'imaginer ce qui est derrière la figure numérique, parce que finalement, ça, c'est la figure. Dans la mémoire, dans l'exécution, une fois que tu exécutes, tu vas pas exécuter la figure. Tu vas exécuter quoi? Tu vas exécuter des calculs matriciels qui se basent sur ça. Finalement, mon réseau de neurones sous forme de matrice, c'est ça. Et c'est ça le vrai réseau de neurones qui est sur la machine pendant l'exécution. On utilise uniquement ça. Donc notre réseau de neurones, c'est quoi? C'est un ensemble de valeurs. Mais il faut imaginer ces valeurs-là dans le schéma, ils sont où? D'accord? Alors pourquoi ici j'ai deux arrays? Un premier array ayant, ayant 724. 724 tableaux, chaque tableau il a 20 neurones. Et le deuxième tableau, il a combien de valeurs? Uniquement 20 valeurs. Il représente quoi? Il représente les bases. Qui a fait cette manière? Celui qui a modélisé la manière d'implémentation de réseau de neurones. C'est-à-dire où il va les structures de données. C'est-à-dire comment il va stocker les différentes valeurs. Il l'a modélisé de cette manière. Vous, bah, vous pouvez choisir une autre manière de représentation.
Mais nous, on utilise Keras, TensorFlow, c'est ça la manière qu'il y a. D'accord? Alors ça, c'est pour la première couche. Pour la deuxième couche, on a justifié pourquoi 15700. Maintenant, pour la deuxième couche, certainement, c'est 315. Maintenant, avant d'arriver à 315, comment vous allez trouver ces 315? Pourquoi on a 315 exactement? Parce que je vais avoir ici 10, 15 fois 20. Déjà, c'est combien? 15 fois 20, c'est 300. Et pourquoi 315 plus 15 bytes? D'accord? Alors, dans la couche de sortie, ici, il reste cette couche-là. Combien de paramètres il y a? Il y a 10 fois 15, c'est 150, plus 10, 160. C'est pour cela qu'il y a ici 160. Combien de paramètres en total, base et W? Il y a 15 700 plus 315 plus 160. Tous ces paramètres doivent être mis à jour pendant l'apprentissage. Tous ces paramètres, ils sont initialisés et ils sont mis à jour à l'aide d'un optimizer qui est dérivé à partir de gradient descent. C'est-à-dire une alternative, ou bien une variante plutôt, une variante pour ne pas utiliser dérivé. C'est une variante de gradient descent. Vous voyez la chose, donc c'est comme ça qu'il faut voir les, les réseaux de neurones. Donc finalement, essayez de revoir ce que nous avons vu de manière, d'accord, ça certainement ça doit vous prendre un peu de temps, revoir et essayer de comprendre. J'ai enregistré, j'espère que de toute façon oui, j'ai enregistré cette fois-ci ça marchait, l'enregistrement, j'ai pas oublié. Et il y a un exercice à faire, c'est-à-dire un exercice d'application. Regardez qu'est-ce que j'ai fait pour comprendre. Hier, j'avais dit je vais adopter une approche descendante. Commencer difficile, parce que pour les images, c'est un problème difficile. Il faut un réseau de neurones, regardez combien de paramètres on a, vers un problème facile. On avait 784 entrées, maintenant on a deux entrées. D'accord? C'est-à-dire, pour le dataset suivant, de définir le type de problème. Il faut être capable de les définir. C'est un problème c'est à vous de voir. Training data, les 4 premières lignes. Test data, les 2 dernières lignes. Initialiser le réseau de neurones, c'est dessus. Combien de, euh, combien de neurones mettre dans la première couche et quel est son type? Je vais mettre combien de neurones? C'est à vous de voir. Première couche cachée, 3 neurones. Weight initialisé à 1, base initialisé à 0. Il faut chercher comment initialiser les neurones les poids d'une couche à 1. Vous allez avoir le code. Tac. Et vous allez l'utiliser. Couche de sortie. Pourquoi exactement euh, j'ai une fonction d'activation segment? Parce que j'ai classification binaire. Et ainsi de suite. Compile. Définir l'optimizer. C'est le moment de donne-moi un optimizer à appliquer pour un réseau de neurones. Choisir n'importe lequel. Mais peut-être il faut choisir le bon. Définir la fonction loss adéquate. Loss, c'est tout à l'heure on a utilisé certainement c'est cross entropy, mais est-ce que c'est binary ou bien l'autre multiple? C'est binary cross entropy. Définir les métriques pour surveillance de performance. Est-ce que c'est la accuracy ou bien F1 score ou bien accuracy? Fit, effectuer l'apprentissage, préciser les features, target et ainsi, prédiction, évaluation, évaluer modèle sur ce petit dataset. Imprimer les poids et tester le modèle. À partir de ça, on va, d'accord, voir, peut-être être capable de faire des calculs à la main. C'est pour cela que j'ai choisi cet exemple-là. Et d'ailleurs, hier, nous avons déjà commencé à montrer comment ça se fait les calculs à la main. D'accord. Ce réseau, ce réseau correspond à cette définition, cette architecture. Mais il faut savoir faire les calculs à la main. Une fois maîtrisé le forward pass, à ce moment-là, on commence à backward pass. C'est comment corriger. Voilà, donc cette démonstration touche à sa fin. Donc j'espère d'ici la semaine prochaine, euh, vous aurez les éléments nécessaires pour pouvoir suivre. D'accord? Parce que euh, on essaiera de voir un ensemble de choses, certainement qui sont importantes.
Voilà, à la séance. Si vous n'avez pas de questions, à la séance prochaine.